Le soleil tape fort sur la cour poussiéreuse, juste devant l'atelier de Julien, où l'odeur d'huile usée et de caoutchouc brûlé flotte dans l'air comme une habitude. C'est le genre de coin qu'on trouve encore dans certains quartiers de Marseille, un endroit où tout le monde connaît le bruit régulier des outils, les vieilles bicyclettes suspendues à des crochets rouillés et les moteurs qui ronronnent de fatigue. Entre les cigales qui chantent sans relâche et la chaleur qui colle à la peau, on entend soudain le bruit irrégulier d'un objet qui frotte sur les cailloux. Julien lève les yeux de son établi, les sourcils froncés. Une gamine arrive, poussant sa chaise roulante de travers. L'une des roues est de travers, l'autre claque contre le cadre à chaque tour complet. Elle a les joues mouillées, le regard fuyant, et une peur accrochée au visage, comme si elle avait déjà traversé, sans chagrin malgré son jeune âge. Julien ne dit pas un mot de plus. Il pose sa clé anglaise sur le banc, s'essuie les mains sur son jean taché et s'approche d'elle. En s'agenouillant à sa hauteur, il lui demande simplement, dans un ton presque doux malgré sa voix rauque, « Tu veux un coup de main, petite ?» La fille ne répond pas tout de suite. Ses yeux clairs le fixent et sa bouche tremble un peu, prête à refuser. Puis elle hoche lentement la tête, un petit « oui » à peine audible. Julien sourit, presque sans s'en rendre compte, et se met au travail. Il démonte une roue, ajuste l'axe, remplace une douille avec une pièce bricolée à partir d'une vieille trottinette. Il passe des heures sous le soleil, sans compter. À côté, elle le regarde faire en silence, les mains sur ses genoux, les larmes séchées. Quand il termine, il pousse doucement la chaise pour la tester. Elle roule, fluide, droite, comme neuve. La fille éclate d'un petit rire, surpris. Puis sans prévenir, elle jette ses bras autour du cou de Julien. Pas un mot, juste ce câlin plein de gratitude qui le prend au dépourvu. Julien, lui, ne le sait pas encore, mais ce simple geste vient de planter une graine qui va changer sa vie tout entière. 3 jours plus tard, le calme habituel du quartier est brusquement brisé. Les habitants de ce coin tranquille de l'ancienne zone militaire désaffectée, près d'Aubagne, sortent de leur maison, alertés par un bruit sourd, long, grave. On dirait le rugissement d'un animal invisible. Curieux et un peu inquiets, ils se pressent contre les grillages rouillés bordant la piste abandonnée. Un jet blanc aux reflets argentés descend du ciel comme s'il n'avait aucun doute, atterrissant avec une grâce presque irréaliste sur un terrain plein de pierres et de bosses. Le nuage de poussière qui s'élève cache un instant la silhouette qui en sort. Puis on distingue une femme, élégante, droite, habillée de lin beige, parfaitement repassée, totalement à contretemps de ce paysage poussiéreux. Elle marche lentement, mais avec assurance. Certains la reconnaissent, c'est Mathilde, directrice de la Fondation Connexion, une entreprise connue pour apporter des solutions technologiques aux communautés oubliées. Elle est aussi, et surtout ici, la mère adoptive de la petite Léa. Julien, encore couvert de cambouis, la voit arriver à l'atelier. Il n'a rien changé depuis son arrivée. Les murs tiennent debout grâce à des palettes recyclées, et l'odeur d'huile chaude flotte encore dans l'air. Mathilde entre sans s'arrêter. Elle s'avance comme si elle connaissait déjà les lieux, puis elle s'arrête face à lui et lui propose quelque chose d'inattendu, qu'il vienne à Lyon, au siège de la Fondation, pour diriger un nouveau projet de développement. Julien la regarde, les sourcils froncés. Il pose calmement ses outils sur l'établi et demande, le ton sec, « Vous savez à qui vous parlez, là ?» Elle soutient son regard, posément. « Bien sûr, je parle à l'homme qui a réparé ma fille, sans mode d'emploi, sans pièce de rechange, juste avec ses mains et un cœur en bon état. » Il fronce encore plus les sourcils, prêt à lui dire non, quand il sent une présence à la porte. C'est Léa. Elle ne parle pas. Elle ne bouge presque pas. Mais son regard accroche le sien. Et dans ce regard, il y a quelque chose de fragile et fort en même temps. Quelque chose qui lui demande, sans un mot, de réfléchir un peu plus. Alors il ne dit rien tout de suite, parce que ce regard-là pèse plus que tous les discours du monde. Dans l'avion en direction de Lyon, Julien reste collé au hublot, le regard perdu dans les nuages, qui effacent peu à peu les traces du sud. Tout là-bas, derrière eux,
Le soleil tape encore sur la terre ocre d'Aubagne, mais ici, à des milliers de mètres d'altitude, le silence est plus froid, presque figé. Il porte sa meilleure chemise à carreaux, celle qu'il réserve pour les grandes occasions. Elle a beau être propre, une petite tache de graisse trahit son quotidien à l'atelier. Julien n'a pris qu'un seul sac, léger, rempli de vieux, carnets, quelques outils et une photo froissée de son père. Rien de plus. À côté de lui, Léa sourit doucement. Elle attrape sa main sans prévenir, avec cette simplicité tranquille des enfants qui n'ont pas besoin d'expliquer. Ce contact réconfortant apaise Julien plus que n'importe quelle parole. Ils ne se parlent quasiment pas pendant le vol, mais il y a quelque chose entre eux, un lien tissé sans mots, fait de regards et de gestes discrets. Au fur et à mesure que l'avion approche de sa destination, les paysages changent. Les toits plats et brûlés du sud laissent place aux formes anguleuses et grises de la ville. Lyon, glacial à première vue, se présente comme un monde complètement étranger pour Julien. Il serre la mâchoire, mais ne dit rien. Il est là, maintenant, et il n'est pas homme à reculer. En arrivant au siège de la Fondation Connexion, l'accueil est poli tout juste. On l'emmène vers un open space immense, plein de machines brillantes et de murs blancs trop propres. Là, on lui présente Hugo, un jeune ingénieur, arrogant derrière ses lunettes dernier cri. Hugo lui serre la main, comme on attrape une poignée de porte. Son regard est clair. Pour lui, Julien n'est qu'un bricoleur venu du fond du pays, un genre de relique qu'on tolère par obligation. Les heures suivantes défilent entre réunions, remplies de diapositives et de mots qu'il ne comprend pas tous. Matrice de progression, flux informatiques, cloud intégré, protocole de CI/CD. Julien écoute, note ce qu'il peut, mais il sait déjà. Il l'a vu dans leur regard. Pour eux, il n'a pas sa place ici. Ils pensent qu'il est une erreur, une anomalie. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il est capable de construire avec 3 vis, un tournevis et un défi. Pendant que Julien s'adapte tant bien que mal à sa nouvelle vie entre murs vitrés, badges électroniques et ordinateurs, aux écrans trop brillants, Léa, elle, commence sa propre aventure. Son école se trouve à quelques rues du siège de la Fondation. C'est un établissement public spécialisé où toutes sortes d'enfants se croisent, certains en fauteuil roulant, d'autres avec des prothèses, des lunettes spéciales ou des modes de communication différents. L'ambiance y est vivante, joyeuse. Ici, personne ne regarde de travers. On s'apprend mutuellement. Dès la première semaine, Léa est un peu perdue. Tout est nouveau. Les couloirs sont plus larges que dans son ancienne école. Les profs parlent vite. Les jeux dans la cour n'ont pas les mêmes règles. Mais un jour, en fin d'après-midi, alors qu'elle range ses affaires, une fille à la chevelure pleine de boucles lui sourit du fond de la classe et lui dit simplement « Tu viens? On fait de la flûte, tu peux écouter si tu veux. » C'est comme ça qu'elle rencontre Maëlle. Maëlle a un rire qui résonne dans les escaliers et une façon bien à elle de raconter ce qu'elle ressent avec la musique. Pendant l'heure qui suit, Léa reste assise au fond de la salle polyvalente, à écouter petites mélodies et grandes erreurs. Elle ne dit pas grand-chose, mais ses yeux suivent chaque mouvement. À la fin, elle demande « Tu veux venir voir les étoiles avec moi un soir? J'ai une appli qui montre où sont les planètes. » Rapidement, les 2 filles deviennent inséparables. L'une parle de constellations, l'autre lui apprend les gammes. Ensemble, elles imaginent un projet fou. Une pièce musicale sur l'espace, avec son de flûte, images de nébuleuses, et même un moment de silence pour représenter le vide spatial. Elles en parlent aux enseignants qui adorent l'idée. Mais tout le monde n'a pas la même joie. Un matin, Maëlle ouvre son casier et trouve une feuille pliée en 4. Dessus, quelques mots durs. Faut savoir suivre le rythme pour faire un vrai spectacle. Pas de nom, pas de signature. Juste cette phrase méchante. Léa lit par-dessus son épaule. Elle ne dit rien, mais son regard se durcit. Pour elle, Maëlle fait déjà partie des étoiles. Et aucune étoile ne sera laissée de côté.
Les jours s'enchaînent, et Julien continue d'assister sans broncher à toutes les réunions du lundi au jeudi, assis dans un coin, presque invisible. À chaque présentation, les ingénieurs défilent avec leur PowerPoint plein de courbes en couleur, de schémas en 3D et de mots qu'on ne prononcerait pas 2 fois sans trébucher. Julien écoute, parfois il note quelques trucs, mais la plupart du temps, il sait que personne ne cherche vraiment à l'entendre. Il est là comme un meuble qu'on n'ose pas jeter. Mathilde, elle, ne dit rien, mais elle observe tout depuis son bureau au fond du couloir. Un matin de mercredi, alors que tout le service est réuni autour d'un sujet critique sur le nouveau prototype d'exosquelette, l'ambiance tourne. Le cœur du problème est simple. La pièce qui relie le moteur électrique aux bras articulés ne fonctionne pas comme prévu. Elle glisse, ne s'aligne pas et empêche les capteurs de restituer un mouvement naturel. 3 ingénieurs parlent en même temps, montrent leur écran, évoquent des mises à jour de logiciels et des algorithmes à recalculer. Julien, lui, ne dit rien. Il se lève doucement, prend un vieux stylo et un coin de serviette près de la machine à café. Là, il trace une forme simple, inspirée d'un système qu'il avait improvisé autrefois, sur un vieux camion Renault qui avait bloqué en plein col de l'Espigoulier. L'idée est grossière, mais claire. À la pause, il dépose la serviette sur la table blanche et la pousse sans un mot vers Hugo. Ce dernier fronce les sourcils, la lit, hésite, puis lève les yeux vers Julien. « Sérieux? Tu veux qu'on essaye ça ?» dit-il, presque moqueur. Mais l'équipe est à court d'idées. Alors, malgré ses doutes, Hugo accepte qu'on imprime une version rapide de la pièce proposée. 1 heure plus tard, lors du test avec le prototype, la pièce fonctionne parfaitement. Les bras bougent avec fluidité. Les capteurs diffusent les données sans décalage et pour la première fois, le mouvement ressemble à quelque chose de naturel. Dans la salle, un silence inattendu s'installe. Tous les regards se tournent vers Julien, mais lui ne cherche pas la reconnaissance. Il s'essuie simplement les mains sur sa chemise en soufflant. C'est pas la pièce en soi, c'est ce qu'on accepte qu'elle rende possible. Les semaines défilent, et peu à peu, ce qui avait commencé comme une série de réparations bricolées dans un atelier en bordure de route devient un projet suivi par des milliers de personnes. Un après-midi, sans prévenir, une vidéo de Léa expliquant comment sa nouvelle chaise roulante fonctionne commence à circuler sur les réseaux. On la voit pointer les petites modifications, parler des suspensions retravaillées et surtout raconter comment ça a changé ses journées à l'école, comment elle peut aller plus vite, tourner plus souplement, se sentir plus libre. Son ton n'est pas technique, il est vrai, et ça touche. En quelques jours, la vidéo dépasse le 1 million de vues. Des enfants écrivent depuis la Belgique, le Canada, le Sénégal. Certains pour dire merci, d'autres pour demander si Julien pourrait adapter leur propre fauteuil. L'équipe de la Fondation, surprise par l'ampleur du phénomène, organise d'urgence plusieurs réunions pour discuter de la suite. C'est là que débarque Marc, un investisseur élégant, la cinquantaine sportive et un sourire qui ne faiblit jamais. Il parle vite, serre les mains fort et présente ses idées comme des évidences. Pour lui, c'est clair, il faut déposer les brevets, industrialiser, produire à la chaîne. Marc veut retirer les ateliers locaux de l'équation et centraliser la fabrication. Il promet que tout le monde y gagnera en efficacité, sans voir que ce tout le monde oublie pas mal de gens en chemin. Aux yeux de Julien, ces mots brillent à trop. Derrière les phrases bien tournées, il sent les contours d'un piège. Julien n'est pas un homme des pourcentages, ni des clauses en petits caractères, mais il comprend ce que ça veut dire. Limiter l'innovation à ceux qui peuvent payer. Couper le lien avec les artisans, avec les petites mains qui, comme lui, ont travaillé dans l'ombre trop longtemps. Il ne refuse pas tout de suite, mais il sent le malaise s'installer. Et comme souvent dans la vie, les décisions compliquées n'arrivent jamais seules. Un soir, en rentrant chez lui, Julien ouvre sa boîte mail et reste figé. Un message, est simple, mais qui le frappe au ventre. C'est de Claire, son ex-femme. Elle écrit que leur fils Thomas vit maintenant à Montréal et travaille dans le développement de jeux vidéo.
Julien lit le mail 2, 3 fois. Il n'a pas vu Thomas depuis presque 6 ans. Le mail est court, à peine 3 lignes. Je me suis dit que tu aimerais savoir, il va bien. C'est signé Claire, sans rien de plus. Mais ces quelques mots suffisent à tout stopper en Julien. Il reste planté devant l'écran, immobile, les yeux fixés sur ce message simple, et pourtant chargé d'un poids énorme. Le prénom de Thomas vibre dans sa tête comme un vieux souvenir qu'il avait soigneusement rangé dans un coin fermé à double tour. Cela faisait des années qu'il évitait d'y penser, par confort, par honte, par peur aussi. Il se revoit près du lit d'hôpital, cette odeur froide de désinfectant, Claire à bout, Thomas si petit, si fragile, et lui, sans réponse, sans force pour faire face. Alors il était parti. Oh, pas tout à fait, pas officiellement. Mais assez pour que la distance devienne une habitude. Il s'était convaincu qu'il faisait ça pour épargner tout le monde, qu'il n'était pas essentiel. Une espèce d'abandon maquillé en acte de sagesse. Maintenant, il comprend que c'était un mensonge, un de ceux qu'on traîne dans le ventre tous les jours sans vouloir le regarder en face. Il reste longtemps dans le couloir, appuyé contre le mur, les bras croisés, mais sans rien tenir. L'agitation autour ne le touche plus. Il est coincé dans sa tête jusqu'à ce que Léa arrive, comme souvent, sans prévenir. Elle marche jusqu'à lui, un petit papier plié dans la main. Elle ne dit rien, elle lui tend juste le billet et attend. Julien l'ouvre lentement. Sa petite écriture est reconnaissable au premier coup d'œil. Tu m'as réparé sans même me connaître. Peut-être que c'est le moment d'essayer avec quelqu'un que tu connais. Il relit 1 fois, 2 fois, puis il baisse les bras, range le papier dans sa poche. Ce n'est pas une phrase gentille, c'est un rappel, un appel. Léa, toujours là quand il ne s'attend à rien, vient de lui tendre le miroir qu'il refusait de regarder. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, il rentre chez lui et tape une réponse. Pas un roman, juste une chose simple. « Merci, dis-lui que j'aimerais lui parler. » Puis il envoie le message, sans plan, mais avec le cœur. Le train, en direction de Montréal, glisse à travers des paysages figés sous la lumière d'un matin pâle. Les arbres, à moitié dénudés par l'automne, semblent peints à la main. Julien reste assis près de la vitre, les bras croisés, le regard fixé dehors, mais sans vraiment regarder. Il se passe 1000 choses dans sa tête, mais aucune ne veut s'aligner. Il pourrait démonter un moteur diesel des années 90, les yeux fermés, mais là, face à ce trajet, il sent son ventre se nouer. Quand il arrive enfin dans la grande gare centrale, il marche lentement jusqu'à l'adresse indiquée dans le dernier message. C'est un bâtiment moderne, vitré, calme, avec des gens qui entrent et sortent les yeux rivés à leurs écrans. Il s'arrête devant l'entrée, respire profondément, puis recule. Il entre dans le petit café en face et commande 2 boissons, chaudes. Un café noir pour lui, un chocolat chaud au cas où, sans trop savoir si Thomas aime toujours ça. Il hésite encore un moment, puis demande à la personne de l'accueil s'il peut laisser un mot à l'attention de son fils. Il griffonne à la va-vite « Je suis là, si jamais tu veux », mais il n'a même pas le temps de partir. Derrière lui, quelqu'un dit son prénom. Julien se retourne et le temps se suspend. Thomas est là, plus grand qu'il ne l'avait imaginé, plus adulte aussi, mais il a encore les yeux de Claire. Même couleur, même intensité discrète, ils se regardent sans un mot. Julien essaie un sourire maladroit, mais les mots restent coincés. Ils vont s'asseoir plus loin, sur un banc discret. La conversation commence lentement, très lentement. Quelques questions banales, quelques silences longs. Mais il n'y a pas de colère, juste une gêne timide, comme si chacun avait préparé 1000 phrases sans trouver le bon moment pour les dire. Julien finit par parler de la chaise, de la fondation, de Léa. Il explique que tout est venu d'un souvenir, de cette époque où Thomas ramait dans les couloirs de l'hôpital avec son vieux fauteuil brinque-ballant. Un silence suit, mais cette fois, il est doux. Puis Thomas lève les yeux. « Papa, je crois que j'aimerais bien voir ce que tu construis maintenant. » Julien hoche la tête, un peu surpris, et touché plus qu'il ne veut l'avouer.
Thomas arrive à Lyon 2 semaines plus tard, une valise légère à la main et l'air plus serein que Julien ne l'aurait cru. Dès qu'ils franchissent ensemble les portes de la fondation, le jeune homme entre dans un tout autre monde. Autour de lui, ça fourmille. Une équipe en train de tester un harnais amélioré pour fauteuil électrique, 2 élèves du lycée voisin qui démontent une imprimante 3D, plusieurs protos éparpillés sur les établis. Il parcourt les lieux lentement, les yeux grands ouverts, touchant parfois du bout des doigts une commande, un câble, un boîtier à moitié ouvert. Au fond, Léa lui fait signe, tout sourire, et lui montre un coin réservé au circuit et au code. Thomas s'approche naturellement, s'installe et sort son ordi. Il se sent tout de suite à sa place. Rapidement, il repère un souci que personne n'avait remarqué jusque-là, une faiblesse dans les systèmes de sécurité des serveurs internes de la Fondation. Rien de catastrophique, mais une faille assez large pour permettre à quelqu'un de voler plans, brevets ou échanges confidentiels. Il n'hésite pas. En quelques heures, il renforce les pare-feux et sécurise les accès. Puis il va trouver Julien pour lui expliquer calmement ce qu'il a fait. C'est ce moment-là, justement, qui efface ce qu'il restait entre eux de maladresse ou de doute. Le passé ne s'efface pas, non. Mais quelque chose dans leur regard change, il y a de la confiance, enfin. Léa, qui observait tout ça de loin, commence à intégrer Thomas dans ses projets. Ils rigolent, se charrient, travaillent côte à côte comme s'ils se connaissaient depuis toujours. En quelques jours, ils lancent ensemble une idée un peu dingue, une application ouverte à tous, où chacun pourrait proposer ses propres idées de modification ou de création en lien avec l'accessibilité, que ce soit une poignée plus pratique à fixer sous un bureau ou un système pour maintenir une tablette sur un fauteuil. Tout serait partagé. Julien donne son feu vert, ému de voir ça naître. L'équipe commence l'écriture du code et pose les premières briques du projet. Mais un matin, le bureau de Maël est vide. Son téléphone ne répond plus. Léa essaie de rester calme, mais elle sait, ce n'est pas comme elle. Pour la première fois, l'énergie de la fondation est suspendue. Maël a disparu. La disparition de Maël est brutale. Pas un mot, pas même une explication laissée sur un post-it. Juste son bureau verrouillé, son téléphone qui sonne dans le vide et des messages WhatsApp laissés vus sans réponse. Au début, Julien pense à une urgence personnelle ou à un besoin de silence. Mais dès le 2e jour, une tension étrange s'installe dans les couloirs. Léa tourne en rond, Thomas garde les yeux rivés sur son écran sans taper une ligne de code. Quelque chose cloche, vraiment. Le 3e jour, 3 hommes en chemise-cravate débarquent à l'accueil. Ils disent être des juristes, mandatés pour examiner la structure légale de la Fondation. Ils sont polis, mais ni chaleureux, ni rassurants. Dans leurs mallettes, des centaines de pages imprimées, des clauses écrites en tout petit, des signatures numérisées. Julien les regarde passer sans comprendre au début. Puis, l'un d'eux le convoque. Dans une salle de réunion trop grande, il apprend l'inattendu. Selon une clause oubliée dans les documents fondateurs de l'organisation, Julien est officiellement l'un des associés dirigeants de Synergie Humaine, la structure mère de la Fondation. Maël avait modifié les statuts il y a près de 3 ans, sans en dire un mot. Les autres administrateurs, inquiets par l'absence prolongée de la fondatrice, proposent de dissoudre en partie le projet. Le bâtiment pourrait être revendu, les brevets transférés à des partenaires plus stables et certaines fonctions déplacées vers Paris. Personne ne le dit ouvertement, mais l'idée est claire. Ranger les outils, refermer proprement la boîte et faire comme si tout cela n'avait été qu'un test. Julien écoute sans répondre. Il serre les dents. Il pense à Maël, à ses idées un peu folles et à sa façon de défendre chaque détail du projet. Il pense surtout à Léa, à ses mots soigneusement choisis sur ce bout de papier qu'il garde encore dans la poche. Puis il pense à Thomas, à sa main trop rapide sur un clavier, à ce moment silencieux où il s'était appuyé sur son bras, juste un peu, comme un début de confiance. Alors il lève les yeux et parle, pas fort mais clair. On ne ferme rien, on continue.
Avec Thomas désormais à ses côtés, Julien sent une nouvelle énergie le traverser. Ils passent leur soirée à réorganiser l'équipe, à revoir les priorités, à rebâtir ce qu'ils pensaient perdu. Sans Maël, l'équilibre est différent, mais pas détruit. Léa s'impose vite comme un pilier, liant les idées et les personnes avec sa manière directe et sincère de voir les choses. Petit à petit, l'effervescence revient dans les ateliers. Et dans cette dynamique, Julien ressort un vieux plan qu'il n'avait jamais osé pousser trop loin. Créer des antennes locales, à l'international, autonomes mais connectées, où des artisans du coin pourraient adapter les inventions selon les besoins de leur propre communauté. Thomas s'accroche tout de suite à l'idée. Il commence à dessiner une carte, à lister des zones, à envoyer des mails. Leur premier contact sérieux vient du Brésil, dans une petite ville de l'intérieur du Maranhão. Là-bas, un vieil ingénieur, Luis, fabrique lui-même des prothèses à faible coût. Il utilise du bambou, des pièces de vélo usagées et beaucoup d'ingéniosité. Son atelier est minuscule, mais les gens du coin le connaissent bien. Julien lui passe un appel vidéo et ils parlent pendant presque 1 heure. Luis ne demande rien, juste une manière de partager ses idées et d'apprendre des autres. Encouragé par cette première rencontre, il relance l'application développée par Thomas. Très vite, elle explose. Des vidéos arrivent du Sénégal, de la campagne québécoise, d'un lycée technique à Séville. Une jeune fille en Inde montre comment elle a transformé une boîte à outils en support pour le bras de son petit frère. Un gars en Pologne partage un croquis fait sur un coin de table, montrant une idée de roue modulable. Sur l'écran géant du hall de la fondation, un planisphère affiché en direct commence à se remplir de points lumineux. Chacun représente un atelier, un garage, une école, un endroit où quelqu'un, quelque part, essaie de réparer un bout du monde. Ce n'est pas très technologique, ce n'est pas toujours poli ou bien dessiné, mais Julien sait que c'est ça le vrai langage qu'ils parlent tous maintenant. Un langage fait de clés, de vis, de mains noircies par le travail, celui de la réparation, celui de la dignité. Un matin de février, sans prévenir, Maëlle réapparaît à la fondation. Elle pousse doucement la porte, visiblement fatiguée, mais avec ce petit sourire qu'on lui connaissait bien. Ses cheveux sont plus courts, son teint pâle, mais son regard porte la même détermination. Léa la voit la première et, sans rien dire, court vers elle. Elle s'accroche à elle comme si elle n'allait plus jamais la lâcher. Thomas et Julien arrivent juste après, médusés. Maëlle les regarde un par un, puis souffle, d'une voix douce. J'ai dû m'absenter pour un traitement, quelque chose d'expérimental pour mes yeux. Je ne voulais pas alarmer, je faisais confiance à Julien. Elle explique avoir été intégrée à un programme de recherche dans un centre spécialisé à Lausanne, un essai médical avec très peu de garanties. Elle avait fait le choix de tenter, en silence, avec l'idée que si cela échouait, cela resterait entre elle et les médecins. Mais elle n'avait pas prévu à quel point l'absence pèserait sur les épaules laissées derrière. Léa ne dit rien, mais quelque chose dans son regard a changé. Pas de la colère, non. Un mélange de peur et de soulagement. Pendant plusieurs jours, elle suit Maëlle partout, comme si un simple regard détourné pouvait à nouveau tout faire basculer. Puis vient le jour de l'exposition scolaire. La Fondation a été invitée à participer à une journée interétablissement. Léa présente un petit prototype qu'elle a conçu avec Mehdi, un garçon calme et précis, passionné de menuiserie. Ils ont travaillé dessus pendant des semaines. Sur scène, tout commence bien, mais au moment de prendre la parole, Léa s'arrête. Son regard se fige, elle baisse la tête et ses mains tremblent. Mehdi hésite, la regarde, mais elle ne parle plus. Dans les coulisses, assise sur une caisse, elle murmure à Maëlle « J'ai eu peur que tu sois parti pour toujours, comme mes vrais parents. » C'est dit doucement, presque à voix basse, mais chaque mot frappe fort. Maëlle ne répond « Pas tout de suite. » Puis elle s'installe à côté d'elle, lui prend la main sans détour. Et à partir de ce jour-là, elle change, plus présente, plus tactile, moins prise dans ses absences silencieuses.
Elle comprend enfin que l'amour aussi se construit pièce par pièce. Le projet prend une ampleur inattendue. Chaque semaine, de nouveaux contacts arrivent, de nouveaux ateliers veulent rejoindre le réseau. Sur la carte géante affichée dans l'entrée, les points lumineux bougent presque tous les jours. Il y en a maintenant en Afrique du Sud, en Norvège, en Colombie et jusque dans des petits villages de la Corse ou du Jura. L'application gérée par Thomas ne désemplit plus. Les idées affluent et avec elles viennent aussi les regards, certains admiratifs, d'autres bien plus intéressés. C'est là qu'intervient Hervé, un investisseur qui soutient le projet depuis presque le début. Officiellement, il s'était engagé pour aider à faire grandir la fondation, moderniser les outils, simplifier les livraisons. Sa position lui donnait accès à toute une série de documents, schémas, prototypes, codes sources, échanges confidentiels. En apparence, il continuait de jouer le jeu, mais en coulisses, Hervé avait commencé à partager des données à une jeune start-up basée à Toulouse. Ce qu'il voulait, c'était simple. Casser la dynamique de la fondation et faire croire que tout venait de sa propre boîte, pour les vendre en exclusivité à des groupes privés. Thomas, de son côté, commence à remarquer des anomalies. Des connexions à des heures étranges, des transferts de fichiers via des chemins détournés, des signatures électroniques modifiées. Il travaille en silence, programme quelques lignes filtres, installe des algorithmes trackers. Et après, quelques jours, tout devient clair. Il recoupe les adresses IP, suit les envois, croise les données. Il prépare tout dans un dossier simple, net, et appelle Julien. Ils choisissent de ne pas régler ça en silence. Lors de la prochaine réunion avec l'équipe élargie, où plusieurs partenaires étaient présents, Julien demande à Thomas de présenter. Calmement, le jeune homme expose les faits. Il ne tourne pas autour du pot, il montre les relevés, les captures, les dates. Hervé blanchit, puis tente maladroitement de parler. Mais le silence est déjà trop lourd. Personne ne croit aux coïncidences à ce stade. Julien le regarde un bon moment. Puis sans hausser la voix, il lâche « Ladrons de pièces ne savent jamais monter du bon côté ». La salle reste figée une seconde, puis éclate d'un grand rire et d'applaudissements francs. Ce jour-là, il ferme les portes au incompromis. Le rythme à la fondation reste soutenu après l'affaire d'Hervé, et chacun reprend son rôle avec énergie. Mais un week-end, la nouvelle secoue tout le monde. Marco, l'ingénieur italien qui travaillait à Lyon depuis 2 ans, malgré son caractère souvent froid et cassant, a eu un grave accident. Il était parti en balade à moto dans le Vercors avec un groupe d'amis. Une glissade sur une route détrempée quelques secondes à peine, mais les conséquences sont lourdes. Il est transporté d'urgence à l'hôpital de Grenoble. On apprend rapidement qu'il a subi une atteinte à la colonne. Au réveil, les médecins lui annoncent qu'il ne récupérera probablement jamais complètement la mobilité de ses jambes. Marco reste silencieux. Il refuse les appels, ne répond pas aux messages. Il ne veut voir personne de l'équipe. Même Léa, qui insiste pour lui rendre visite, se heurte à un refus poli mais sec. Lui qui passait ses journées à critiquer, à vouloir tout optimiser, à refuser les commentaires, se retrouve là, enfermé dans une chambre d'hôpital, à devoir réapprendre des gestes simples. Julien suit tout ça de loin, sans juger. Il se souvient des pics que Marco n'économisait jamais. Mais il sait aussi que derrière ce ton dur, il y avait une vraie rigueur, une passion pour les détails bien faits. Alors, en fin de soirée, il ressort un vieux modèle qu'ils avaient laissé de côté. Un prototype de fauteuil ultra léger, pensé pour le tout-terrain urbain. Il y ajoute des modifications discrètes, ajuste les dimensions selon les données médicales de Marco et finalise le tout avec un harnais stabilisateur personnalisé. Quelques jours plus tard, sans avertir personne, il fait livrer le fauteuil à l'hôpital sans message. Juste une étiquette avec les initiales MJ. Le lendemain, dans cette même pièce blanche où Marco s'était enfermé, une infirmière trouve l'homme assis dans le prototype, les mains posées sur les accoudoirs. Il fixe la fenêtre en silence, le regard mouillé. Ce soir-là, il envoie un simple « merci ».
À Julien. Une semaine passe, et puis, contre toute attente, Marco pousse la porte du labo. Il ne dit rien, pose son sac et demande à voir les plans de la nouvelle pièce qu'ils doivent finir. Ils passent la journée à travailler ensemble, sans une remarque inutile. Julien sait alors, sans qu'on le dise, que quelque chose s'est réparé. Pas juste dans l'atelier, en lui aussi.